Cette séquence s'intéresse à la monnaie de tous les jours. Qui la produit, comment elle est émise, sous quelle forme est-elle émise et utilisée, et surtout les tensions qu'elle incorpore entre biens publics et biens privés. Premier point, on peut identifier deux grandes formes de la monnaie manuelle et la monnaie scripturale. La monnaie du quotidien est à plus de 90% de la monnaie scripturale, c'est-à-dire une monnaie inscrite sur des comptes bancaires. Le reste, c'est de la monnaie manuelle, des billets, des pièces. Leur importance varie selon les pays. Elle est relativement faible en France, forte en Allemagne, notamment autour de l'usage des billets de 500 €. Il semble y avoir un mouvement historique de dématérialisation, dont l'achèvement, cependant, n'est pas certain. En Europe, ce processus est engagé par les pouvoirs publics, par des mesures de petits pas comme l'abaissement de plafonds, en dessus desquels on ne peut pas utiliser les billets. Cela n'évince pas radicalement la monnaie manuelle, mais cela réduit l'étendue de son usage. Dans d'autres cas, on observe des tentatives de dématérialisation qui produisent une grande violence contre la société, comme le cas de l'Inde en 2016-2017. Deux autres remarques sur la monnaie scripturale. D'abord, elle est aussi matérielle, elle suppose des outils techniques matériels et une dépense d'énergie. Et ensuite, elle pose le problème majeur de la traçabilité complète des flux monétaires, et donc celui d'une surveillance renforcée de la population. Deuxième point, comment crée-t-on la monnaie aujourd'hui? Pour l'essentiel, la monnaie aujourd'hui est créée par des opérations de crédit bancaire. Lorsqu'une banque fait un crédit à un client, elle crédite son compte et cela crée de la monnaie. C'est en apparence très simple. Mais la création n'est pas faite à partir de rien, c'est-à-dire ex nihilo, car le crédit est réalisé en contrepartie d'une créance sur le client, qui est un droit sur la richesse qu'il produira. Le crédit est fourni moyennant le paiement d'un intérêt sur le capital. C'est un point essentiel qui signifie que l'emprunteur doit faire croître ses revenus pour rembourser l'intérêt. Il y a donc ici une pression à la croissance économique du fait même de la nature de la création monétaire. Troisième point, la création monétaire est-elle le fait d'une variété d'émetteurs ou d'un monopole? En fait, les banques sont en concurrence pour la création monétaire, puisqu'elles sont en concurrence pour les clients et donc pour les crédits. Mais, vu globalement, seul le système bancaire peut créer de la monnaie. Il y a donc un monopole bancaire sur la création monétaire. Les banques, par ailleurs, sont inscrites dans un système dont la tête est la banque centrale. Celle-ci émet sa propre monnaie, qu'on appelle la monnaie banque centrale, et qui circule entre les banques. C'est une forme de monnaie ultime. Alors il faut relativiser cette situation, ce type de création monétaire. Elle est très datée historiquement. On verra plus tard, dans la troisième séquence, que historiquement, d'autres formes de création monétaire ont existé. Quatrième point que je vous ai abordé, la monnaie et ses rapports à la souveraineté et à l'État. C'est au pouvoir souverain qu'il revient effectivement de définir le nom de l'unité de compte, les symboles monétaires, c'est-à-dire les images sur les moyens de paiement manuels, ainsi que le régime de change, qu'il soit fixe ou flottant. Mais le pouvoir souverain délègue aussi une partie de ses prérogatives à la Banque centrale. La Banque centrale mène la politique monétaire par le biais du taux d'intérêt et de la création de sa monnaie banque centrale, et elle contrôle plus ou moins la création monétaire par les banques commerciales. Les banques centrales sont aujourd'hui des organisations publiques ou privées, généralement indépendantes des pouvoirs politiques et dotées d'une mission précise. En Europe, il s'agit de la stabilité monétaire. On peut remarquer que la Banque centrale européenne est assez particulière dans ce cadre parce que non seulement elle est indépendante, mais en plus, elle n'a pas de compte à rendre au-delà d'une simple présentation trimestrielle et annuelle, très formelle, de sa politique auprès du Parlement européen. Il y a en cela une absence de réel contrôle démocratique de la Banque centrale européenne. Cette absence de contrôle démocratique et le fait que la Banque centrale soit d'autant plus éloignée des préoccupations des citoyens qu'elle est européenne jouent un rôle non négligeable dans la volonté de groupes de citoyens de se réapproprier la monnaie. Cinquième point, la monnaie est en fait très ambivalente. C'est un bien public et un bien de réseau, mais elle est émise et utilisée par le privé. La monnaie est un bien public au sens où il s'agit d'une infrastructure nécessaire pour le déploiement de l'activité économique.
Son existence sert donc les intérêts de tous. C'est aussi un bien réseau, car son utilité s'accroît avec sa diffusion, comme le téléphone ou le langage. Il existe une contradiction dans l'existence même de la monnaie entre cette nature de bien public et de réseau et sa création et sa gestion par des organismes privés, que sont les banques, comme on vient de le voir. Les banques, en effet, créent et gèrent la monnaie dans le but de leur propre profit. Cela peut aller dans le sens de l'intérêt général, mais rien ne permet de penser que les activités privées sont toujours compatibles avec l'intérêt général, notamment du point de vue de l'orientation de leur financement, comme on le voit aujourd'hui avec le financement bancaire d'activités qui sont incompatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique. Ce point permet aussi de comprendre une partie de la volonté de groupes de citoyens de se réapproprier la monnaie. Il s'agit de l'orienter prioritairement vers une utilité collective. Il existe une autre contradiction dans la monnaie. C'est une contradiction entre son rôle de circulation comme moyen de paiement et la capacité des usagers de se l'approprier, c'est-à-dire qu'on la stocke pour épargner et projeter son pouvoir d'achat dans le futur. Pour conclure, la monnaie telle qu'elle est cumule des tensions et des contradictions entre sa nature de bien public et sa gestion et son émission privée, entre son rapport à la souveraineté et sa délégation à des entités privées, entre son rôle de moyen de paiement et son rôle de conservation de la richesse. Et tout ceci permet de mieux comprendre la volonté citoyenne de modifier cet ordre monétaire en élaborant des projets monétaires associatifs et territorialisés qui sont destinés d'emblée à servir l'utilité collective. Sur cette base, on va voir dans la séquence suivante ce que dit la théorie de la monnaie et à ce titre ce qu'apportent les monnaies complémentaires.